Un ancien président, un jeune révolutionnaire et une poignée de main qui pourrait bouleverser le continent africain. Ce n'est pas une fiction. À Ouagadougou, Jacob Zuma, figure historique sud-africaine, rencontre Ibrahim Traoré, capitaine burkinabé devenu symbole de la résistance anti-occidentale. Pour beaucoup, cette scène dépasse le simple cliché diplomatique. Elle ressemble à l'acte fondateur d'une alliance nouvelle, liant la légitimité des anciens libérateurs à l'audace d'une jeunesse insurgée. Leur but affiché, unir leurs forces pour arracher une véritable souveraineté économique et briser les chaînes des tutelles étrangères. Zuma, vétéran des luttes anti-apartheid, incarne le poids de l'histoire. Traoré, à peine 36 ans, cristallise l'espoir d'un futur émancipé après avoir chassé les militaires occidentaux et défié l'ordre établi. Cette poignée de main, sur le sol burkinabé, déborde de symboles et d'attentes. Mais derrière le spectacle, une question s'impose. Assiste-t-on à un tournant décisif ou à une mise en scène politique de plus ? Si cette alliance n'est qu'une façade, l'Afrique risque de rater une chance unique de reprendre le contrôle de ses ressources et de peser enfin sur la scène mondiale. Pour comprendre l'enjeu réel, il faut revenir sur le parcours de ces deux hommes et décrypter le contexte exceptionnel de leur rapprochement. Qui sont vraiment ces deux leaders et qu'est-ce qui les pousse à s'unir aujourd'hui ? Leurs histoires croisées révèlent bien plus que des ambitions personnelles. Qui sont réellement ces deux hommes au centre d'une alliance aussi inattendue qu'explosive ? D'un côté, Ibrahim Traoré. À peine plus de 35 ans, il est devenu le plus jeune chef d'État du continent africain. Inspiré par Thomas Sankara, il veut rompre brutalement avec tout ce qui rappelle l'ordre néocolonial. Dès sa prise de pouvoir, Traoré impose un agenda anti-impérialiste sans concession. Il expulse les soldats français, suspend les médias occidentaux et reprend le contrôle des mines d'or. Il ordonne aussi aux fonctionnaires de porter chaque semaine le faso d'Anne Fanny, tissu national, pour affirmer une identité burkinabé fière et indépendante. En face de lui, Jacob Zuma. Héros de la lutte anti-apartheid, il a mené l'Afrique du Sud pendant près de 10 années, mais son image s'est ternie entre accusations de corruption et ambiguïté politique. Pourtant, il reste une figure de l'ancien panafricanisme capable de relier les luttes historiques aux espoirs souverainistes du XXIe siècle. Sa présence à Ouagadougou, côte à côte avec Traoré, n'est pas un hasard. Ensemble, ils veulent incarner la continuité entre combats passés et futurs. Mais cet attelage est risqué. Mal choisir ses alliés ou mal lire les rapports de force mondiaux pourrait plonger l'Afrique dans de nouveaux cycles de dépendance et d'instabilité. Derrière les slogans, l'enjeu est immense. Souveraineté, contrôle des ressources, survie de la démocratie. Pourquoi ces deux figures, charismatiques et controversées, s'associent-elles maintenant ? C'est ici que commence la vraie partie, un jeu d'alliance et de rupture pour renverser l'ordre établi. Encore faut-il comprendre ce qui pousse ces deux leaders à unir leur destin. Quelles forces secrètes, quels intérêts cachés alimentent cette alliance ? L'indépendance politique n'a de valeur que si elle s'accompagne d'une émancipation économique réelle. C'est le nouveau front ouvert par Traoré, porté par le soutien symbolique de Zuma. Reprendre le contrôle des ressources et imposer ses propres règles. Au Burkina Faso, la nationalisation devient le mot d'ordre. Le gouvernement bâtit la première raffinerie d'or du pays, décidé à garder la valeur de l'or sur le sol africain. Cette richesse doit financer le développement local, non plus gonfler les profits de groupes étrangers. Ce tournant s'inscrit dans une dynamique régionale. Avec l'Alliance des États du Sahel, fondée il y a moins de 2 années, la rupture avec la France et la CEDEAO s'accélère. Mali, Niger, Burkina Faso, ces États veulent inventer un nouveau modèle, créer une monnaie commune, une banque centrale indépendante et tracer leur propre politique économique. Face à l'isolement croissant, ils se tournent vers de nouveaux alliés. Russie et Chine, désormais courtisées, proposent des alternatives risquées mais séduisantes aux anciennes puissances coloniales et aux institutions occidentales. Le pari est colossal, rompre définitivement la tutelle financière pour ne plus subir l'humiliation des plans d'ajustement hérités du passé. Pourtant, le danger plane. Si cette quête de souveraineté échoue, la misère pourrait empirer et l'espoir des populations se transformer en colère. L'avenir de millions de personnes reste suspendu à ce choix. Mais derrière chaque discours de rupture, des tensions insoupçonnées menacent déjà l'unité du front panafricain. Les ambitions personnelles et les rivalités régionales risquent de fragiliser cette alliance naissante. Un pouvoir militaire peut-il vraiment servir la liberté ?
La rencontre Zuma-Traoré, portée par un souffle panafricain, rappelle que l'histoire du continent est jalonnée de coups d'État débutant avec des espoirs, avant de basculer dans l'autoritarisme. Du Ghana au Mali, les promesses des juntes ont trop souvent mené à la répression, au silence imposé au peuple et à la disparition d'une presse indépendante. Au Burkina Faso, sous Traoré, la question est si brûlante: quelle place reste-t-il pour la liberté d'expression, les médias critiques et les droits humains? Plusieurs voix dénoncent des arrestations arbitraires, des intimidations contre les journalistes et un rétrécissement de l'espace politique. L'élan pour la souveraineté nationale pourrait vite se heurter à la dure réalité d'un pouvoir sans réel contrepoids. L'arrivée de Jacob Zuma, héros de la lutte anti-apartheid mais président au passé controversé, ajoute à l'ambiguïté. Son soutien à Traoré est-il un gage de légitimité pour la cause panafricaine ou bien une récupération politique par un homme rattrapé par des accusations de corruption et d'autoritarisme? La frontière entre solidarité et opportunisme reste floue, alimentant la méfiance. Sur le terrain, la situation sécuritaire demeure tragique. Malgré les discours martiaux, les attaques djihadistes continuent. Des milliers de civils fuient à leur foyer et l'armée, bien que renforcée, ne parvient pas à protéger tout le territoire. L'État, focalisé sur la lutte contre l'influence étrangère, n'a pas encore trouvé la solution à la violence chronique. Derrière l'image d'une renaissance africaine, le risque est immense. Si cette alliance déçoit, c'est la confiance en toute alternative panafricaine qui pourrait s'effondrer pour de longues années. Mais derrière l'enthousiasme, un autre acteur s'invite dans la partie. La jeunesse africaine, plus connectée, plus exigeante, et qui refuse de se laisser confisquer son avenir. Comment réagira-t-elle face à cette nouvelle ère de pouvoir militaire? Quels chemins concrets s'ouvrent à l'Afrique pour briser le cercle des désillusions et réussir, enfin, sa révolution panafricaine? Ce n'est plus seulement une question d'image forte ou de poignée de main solennelle. L'histoire a prouvé que sans fondation solide, chaque élan de libération risque de sombrer dans la répétition ou la trahison. Gagner contre les ingérences extérieures ne suffit pas. Il faut aussi affronter les fractures internes et les vieux réflexes de domination. La première priorité, c'est la transparence dans la gestion des richesses nationales, alliée à une inclusion réelle des citoyens. Pas d'émancipation sans institutions responsables et sans une démocratie vivante où chaque voix compte. Sinon, l'Afrique pourrait troquer une dépendance pour une autre, repeinte aux couleurs panafricaines. Vient ensuite la stabilité. La paix intérieure, la cohésion sociale et la justice doivent précéder toute croissance souveraine. Sans cela, les ressources naturelles continueront d'enrichir quelques-uns, tandis que la majorité restera spectatrice. Une transition mal maîtrisée menacerait de replonger le continent dans la marginalisation et de dissiper les espoirs de souveraineté. Quant aux nouvelles alliances internationales, elles exigent lucidité et vigilance. Se tourner vers de nouveaux partenaires n'a de sens que si l'Afrique refuse tout retour à la soumission, qu'il s'agisse d'anciennes puissances ou de nouveaux empires. Il faut négocier, pas s'agenouiller. Enfin, le nationalisme économique n'a de valeur que s'il profite à tous. L'enjeu n'est pas seulement de contrôler l'or, le coton ou le pétrole, mais de transformer ces richesses en progrès social, santé, école, innovation. Le peuple doit être l'actionnaire principal de sa souveraineté, sinon la révolution n'aura été qu'un mirage confisqué. Au bout du compte, seule l'audace de réinventer la gouvernance et de briser la logique de rente permettra d'éviter que l'espoir d'une indépendance réelle ne s'efface encore, étouffé par de nouvelles promesses déçues. Mais derrière la volonté affichée, des obstacles persistent et les signaux d'alerte se multiplient. Jusqu'où ces leaders sont-ils prêts à aller pour transformer ce rêve en réalité? Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère ou piégés dans la répétition d'un vieux scénario? L'Afrique, une fois de plus, se tient à un carrefour crucial. La poignée de main entre Jacob Zuma et Ibrahim Traoré dépasse le simple geste. Elle incarne l'espoir d'une rupture avec des décennies de mainmise occidentale, mais aussi la crainte de voir ressurgir d'anciens démons sous des masques inédits. Sur cette scène, tout se joue. Contrôle des richesses, souveraineté, stabilité, réputation internationale. Derrière les discours, ce sont des milliards de dollars et des destinées collectives qui basculent. Pourtant, chaque promesse s'accompagne d'une question lancinante. Les peuples africains seront-ils enfin maîtres de leur avenir ou resteront-ils prisonniers d'ambitions personnelles et de jeux de pouvoir? Cette alliance entre anciens leaders et jeunes révolutionnaires peut-elle offrir une vraie alternative ou n'est-ce qu'un mirage politique? Rien n'est écrit d'avance. Aux citoyens et citoyennes de questionner, de débattre, de choisir en conscience. Car le prix du renoncement serait la survie même de l'idéal démocratique africain.